Chapitre 7. La maison dans la forêt. La maison semblait tout droit sortie d'une version écossaise de La petite maison dans la prairie. À part que la prairie était remplacée par une forêt à l'ombre protectrice. À environ 500 mètres vers l'est, Steven devina la surface d'un lac miroitant sous l'éclat argenté de la lune. La porte de la maison s'ouvrit à la volée. Steven retint au dernier moment le réflexe de lever son arme. La femme qui se précipitait vers eux arborait un grand sourire. Elle avait des cheveux bruns qui semblaient incoiffables. Elle prit Ginny dans ses bras sans que celle-ci ne puisse rien dire. Steven se demanda un instant si elle était consentante dans cette démonstration sentimentale tant cela parut soudain à ses yeux. Mais il fut rassuré en voyant les bras de la rouquine entourer la brune en retour. « Oh, Ginny !» fit la brune en s'éloignant enfin de Ginny. « Je suis si heureuse de te revoir en bonne santé !» Moi aussi. sourit Ginny. « Chérie, si on rentrait, » fit Ron. « La soirée n'a pas été de tout repos. » « Que s'est-il passé ?» questionna la brune. « Hermione, » gronda doucement Ron. « À l'intérieur. » Hermione acquiesça, et tous rentrèrent dans la maison. À l'intérieur, la décoration était assez simple. Quelques meubles, pas de télévision, juste un poste radio de vieille facture. Des photos s'animaient dans leur cadre. Steven avait déjà vu des photos animées chez Neville, et le jeune homme lui avait expliqué que c'était ainsi chez les sorciers. La plupart des photos représentaient des gens roux, possédant divers autres traits communs avec les deux Weasley qu'il avait près de lui. Steven remarqua quand même quelques photos non animées. Hermione y posait auprès de gens qui devaient être ses parents. Il en déduisit que la jeune femme était d'origine moldue. Ginny s'était arrêtée devant une photo. Elle se saisit du cadre pour pouvoir mieux la regarder. Un voile de tristesse passa sur ses yeux. Finalement, elle la reposa et alla rejoindre son frère et sa belle-sœur dans le séjour. Steven la suivit mais s'arrêta un instant devant la photo que la rouquine avait regardée. Elle représentait plusieurs adolescents. Steven reconnut Ron, Hermione, Ginny et le visage plus lunaire que maintenant de Neville. D'autres étaient totalement inconnus au sergent, comme cette fille blonde aux yeux rêveurs. Tous entouraient un jeune homme souriant, mais dont le regard laissait présager que sa tâche serait ardue. Il avait des cheveux en bataille et des lunettes rondes. Était-ce le fameux Harry Potter dont lui avaient parlé Ginny et Neville? Steven rejoignit les Weasley. Il s'assit sur le canapé et accepta poliment la tasse de thé que lui tendait Hermione. Ron venait de finir de lui raconter ce qui s'était passé. À l'annonce de la mort de Crabbe et Goyle, elle pâlit. « Les mange-morts vont nous le faire payer, » dit-elle. « Ils croiront qu'ils ont été agressés par des moldus, » assura Ron. « Après tout, ils ont été tués avec une arme à feu. » « C'est donc vous le moldu qui serait apparu dans Poudlard ?» fit Hermione. « Vous ne me croyez pas ?» questionna Steven. « Avouez que c'est difficile à croire. J'ai fait quelques recherches en vous attendant, et je n'ai rien trouvé. Il est déjà impossible à un sorcier de transplaner à Poudlard. L'école est protégée par un enchantement anti-transplanage qui date des fondateurs. Je ne vois pas ce qui vous aurait transporté sur des milliers de kilomètres jusque-là. Le transplanage a ses limites, on ne peut pas parcourir plus d'une certaine distance, et ce, à cause de la puissance limitée du flux magique dans un individu. Alors chez un moldu ne possédant aucun flux d'énergie magique, le transfert de matière le long des flux énergétiques terrestres, qui est l'effet du transplanage, n'est pas possible. » Je vois que je n'ai absolument rien compris. « Moi non plus, mais j'ai l'habitude, » sourit Ron. En clair, c'est comme si vous vouliez vous déplacer en train, que vous avez les rails, mais pas de roues ni de moteur. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à marcher, plaisanta Steven. Ginny ricana doucement. Je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer, dit Hermione. Soit vous mentez, mais je ne vois pas pourquoi, soit c'est une forme de magie que je ne connais pas. Pourquoi vous pensez que je ne mens pas questionna Steven. Je sais que vous êtes bien un moldu, car vous n'avez aucun mouvement d'énergie magique en vous, je le sentirais, et nous connaissons assez les mange-morts pour savoir que jamais ils ne feraient appel à un moldu pour nous débusquer, et ils sont trop fiers de leur nature de sorcier pour ça. Et l'impérium, ajouta Ron. Tu y as pensé? Oui, je le sentirais aussi, et puis maintenir un impérium sur quelqu'un qui transplane n'est pas donné à tout le monde. Et pour venir ici, tu as fait un transplanage d'escorte. Dites-moi où vous étiez avant de vous retrouver à Poudlard et ce que vous faisiez dans les moindres détails. Je dois tout savoir, je découvrirai peut-être ce qui s'est passé. Chérie, interrompit Ron,
Et si tu attendais demain pour ton interrogatoire? Ils n'ont pas dormi, et la soirée a été riche en émotions. Oui, tu as raison. Je sais. Montre à Ginny sa chambre, je m'occupe de Wright. Hermione guida Ginny jusqu'à une chambre. Ce n'est pas très grand, mais tu y seras bien, dit Hermione. Merci. Fit Ginny. C'est normal, voyons. Hermione allait sortir quand elle perçut le bruit d'un sanglot étouffé. Ginny pleurait. Hermione vint la prendre dans ses bras. Qu'est-ce qui t'arrive interrogea la brune. Rien. C'est le fait d'être de nouveau entourée de vous deux. Ça fait du bien. Alors, pourquoi pleures-tu Je ne sais pas. J'ai peur, je crois, que ça ne dure pas et que Malfoy me reprenne. Qu'est-ce qu'il t'a fait Il... il m'a... Il a abusé de moi. Il disait que c'était pour se venger d'Harry. J'étais devenue un objet de vengeance pour lui. Il m'a violée. Au début, c'était presque tous les jours. Et après, il a commencé à se lasser. Mais quand il était en colère, il recommençait. Et quand il n'arrivait pas à aborder, il me frappait. Ça durait parfois des heures. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Ginny n'avait cessé de pleurer en racontant son calvaire. Hermione l'avait poussée doucement jusqu'au lit, sans relâcher son étreinte. La rouquine continua de pleurer durant plusieurs minutes, J'ai essayé de m'enfuir, continua-t-elle. mais Crabbe et Goyle m'ont poursuivi. Je ne voulais plus revenir en arrière. Si je m'étais laissé reprendre, ils m'auraient puni. Et c'est en courant dans les couloirs de Poudlard que je suis tombée sur Steven. Il a braqué son arme sur moi. Je ne sais pas pourquoi, il n'a eu que quelques secondes pour se décider, mais il a choisi de m'aider en me cachant. Puis, nous nous sommes enfuis. Ce Steven a fait le bon choix, dit Hermione. Nous lui devons beaucoup. Je ferai tout pour lui permettre de rentrer chez lui. Merci. Dors maintenant. Hermione referma la porte derrière elle. Son mari et elle se doutaient de quelque chose comme ça. Avec Malfoy, il valait mieux toujours penser au pire. Mais l'entendre par la bouche même de Ginny était pire encore. Elle tenta inutilement de sécher les larmes qui coulaient maintenant au coin de ses yeux. Elle les avait retenues pour ne pas s'ajouter à celles de Ginny. Hermione alla rejoindre Ron dans leur chambre. Le jeune homme était déjà sous les couvertures, mais ne dormait pas, attendant patiemment son épouse. Elle passa sa chemise de nuit et vint se blottir à côté de lui. Ron la sentit frémir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « C'est Ginny. Elle a pleuré. Malfoy, il... » « Je vois, » interrompit Ron pour ne pas forcer Hermione à le répéter. « Quelle ordure. Si je le croise, je le tue. Et n'essaye pas de m'en dissuader. »« Non, ne t'en fais pas, je ferai pareil. Et je suis sûr que Neville doit vouloir la même chose. Il a dû deviner ce que Ginny a subi. » Alors Malfoy a du souci à se faire. Ce Steven ne doit rien savoir pour le moment, je pense. « Tu crois qu'il chercherait aussi à tuer Malfoy ?»« Je ne sais pas. Mais il a quand même sauvé Ginny 2 fois, si on compte ce soir. Il pourrait nous être utile. Nous verrons ça demain. Bonne nuit. » Hermione souhaita bonne nuit à son mari en l'embrassant. Le lendemain, après le petit déjeuner, Hermione demanda à Steven de lui raconter tout ce qui s'était passé avant qu'il ne se retrouve à Poudlard. Elle voulait tout savoir, y compris les sensations et les sentiments qu'avait ressentis le soldat à ces moments-là. Ginny et Ron écoutèrent également. Au début, le frère et la sœur se contentèrent de coups d'œil interrogatifs quand le sergent faisait allusion à quelque chose de typiquement moldu qu'ils ne connaissaient pas, ne voulant pas déranger Steven dans son récit et Hermione dans son audition. Mais la curiosité l'emportant, ils se mirent à l'interrompre régulièrement. Hermione dut leur dire plusieurs fois de se taire. Mais elle dut, elle aussi, poser quelques questions quand Steven en venait à utiliser des termes typiquement militaires. Pour illustrer son propos, Steven présenta ses armes. Son fusil d'assaut M4, son pistolet MEU SOC, ses grenades et même son couteau de combat. Il revêtit son gilet de combat et mima les différentes actions et positions qu'il avait effectuées lors de l'opération. Ron était visiblement impressionné et alors qu'ils allaient passer à table pour le déjeuner, Ginny le surprit en train d'imiter les mouvements de Steven. Après le repas, Hermione s'isola pour réfléchir au problème. Seul Ron put aller la voir pour lui apporter du thé et des biscuits. La jeune femme ne réapparut que le soir. « Je suis désolée, fit-elle,
Je n'ai rien trouvé pour le moment. Je vais devoir faire appel à certains de nos amis qui, je l'espère, auront la solution dans un de leurs livres. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez tout de suite, assura Steven. J'ai préparé le dîner. Annonça Ginny. Mais où est Ron? Il ne rate jamais un repas. Il est allé en ville pour voir si nous n'avions pas de message, expliqua Hermione. Il ne devrait pas tarder. Des messages? Quand quelqu'un de la Résistance veut nous contacter, il laisse un message dans un endroit précis à la ville. Les hiboux de la Résistance savent où déposer les lettres. Une sorte de BLM version sorcière, fit Steven. BLM? Questionna Hermione. Une boîte aux lettres morte. C'est comme ça qu'on appelle les lieux où on laisse des messages et du ravitaillement pour une unité infiltrée en territoire ennemi pour qu'elle vienne les chercher plus tard. Pourquoi morte? Interrogea Ginny. On dit ça parce qu'il n'y a personne de vivant pour garder le contenu de la BLM et s'assurer que ce n'est pas l'ennemi qui s'en empare. Ron entra en trombe dans la maison. Il avait visiblement couru depuis la ville et il tenta désespérément de reprendre son souffle. « Ron, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hermione. « Neville, parvint-il à souffler. Il a des problèmes. » Chapitre 8 Sans faille. Ron s'assit à la table pour pouvoir expliquer ce qu'il avait compris du message de Neville. Ginny, Hermione et Steven l'écoutaient attentivement. « Neville voulait se tenir tranquille durant quelque temps, à cause des aurores et mange-morts que vous aviez repérés à Glasgow, raconta Ron. C'est pourquoi il restait le plus possible cloîtré chez lui, mais il devait faire quelques courses quand même, et alors qu'il était juste allé à l'épicerie du quartier, il a repéré Note, le fils. Les Notes sont une famille de mange-morts de la pire espèce, précisa Hermione pour Steven. Mais que pouvait-il bien faire à Glasgow? Il n'y était pas seul, continua Ron. Il y avait aussi McNair, Mulciber et même Parkinson fille. Autant de mange-morts, ce n'est pas possible. Neville a juste eu le temps d'envoyer le message et de s'enfermer chez lui, mais il est sûr d'avoir été repéré. Il pense que les mange-morts se doutent que la mort de Crabbe et Goyle n'est pas uniquement d'origine moldue. C'est possible, dit Steven. Il se doutait déjà de la présence de membres de la Résistance à Glasgow. Crabbe et Goyle avaient été envoyés pour débusquer le principal contact. Même si j'ai utilisé mes armes pour les éliminer, n'importe qui penserait que la possibilité que ce soit une mise en scène de l'ennemi existe. C'est ce que je penserais, moi, dans une telle situation. Il faut que Neville quitte Glasgow au plus vite. Il ne peut utiliser aucun moyen magique sans se faire repérer, expliqua Hermione. Il ne peut pas transplaner ici? Questionna Ginny. Par sécurité, aucun membre de la Résistance ne connaît ce lieu, dit Hermione. S'il avait pu transplaner ailleurs, il l'aurait déjà fait et nous aurait contactés. Je suppose que le quartier a été placé sous anti-transplanage dès que les mange-morts ont repéré Neville. Il ne peut pas utiliser de porte au loin sans donner sa position et il n'a pas de cheminée. Sortir emballé, même sous le couvert d'un sortilège de désillusion, n'est pas sûr. Je n'ai absolument rien compris à tout ça, dit Steven. Mais il semble que nos options soient limitées. La seule que je crois possible est de me laisser faire. Vous, s'exclama Ron. Mais vous n'êtes pas de la Résistance, vous n'êtes même pas sorcier. Je sais, mais justement, ils ne s'attendront sûrement pas à un moldu. J'ai une dette envers Neville, je ne vais pas le laisser dans la merde. Vous pensez y arriver? Je connais les lieux, et j'ai déjà pratiqué ce genre d'opération de récupération. Jamais seul, mais là, il le faudra bien. Je peux vous accompagner, affirma Ron. Non, je m'en sortirai mieux tout seul. Je vais utiliser des savoir-faire que vous ne maîtrisez pas dans une situation qui n'autorise pas l'approximation. Et puis, la discrétion est une variable essentielle à la réussite, mais vous aurez un rôle à jouer, un rôle important. Steven prépara son équipement le reste de la journée, et il préférait attendre la nuit pour agir. Il vérifia la position de son matériel sur son gilet de combat, ainsi que l'autonomie restante de sa monoculaire d'intensification de lumière. Il fit le point de ses munitions. Il lui restait 8 chargeurs de 30 cartouches pour son M4 et 6 pour son MEU SOC Pistol. Au niveau explosif, il ne lui restait que 2 grenades offensives. Pour le reste, il avait 2 fumigènes. Cela pourrait s'avérer utile en cas d'affrontement. Il pouvait revêtir sa tenue de combat. Beaucoup de civils portaient des treillis. Mais pour une discrétion plus efficace, il serait plus sage que seul son pantalon soit visible. Il demanda à Hermione si elle avait un grand et ample manteau dans le style imperméable.
Elle en avait un vieux qui avait appartenu à un certain Alastor Folleuil Maugret. Sous ce manteau, Steven pouvait cacher son gilet de combat et son M4 dans son dos. Si vous tirez avec vos armes, les mange-morts vous repéreront tout de suite, fit remarquer Hermione. C'est pourquoi je vais me servir de ça, expliqua Steven en sortant de son gilet 2 cylindres d'une dizaine de centimètres de longueur chacun, mais possédant un diamètre différent. Ce sont des réducteurs de son, on appelle ça couramment des silencieux, et ils atténuent la déflagration des coups de feu. J'en ai un pour mon pistolet et un pour mon M4. Steven plaça les 2 silencieux à l'extrémité des armes. Il dissimula le M4 dans son dos sous le manteau. Le MEU SOC pistole fut glissé dans une poche intérieure. Il vérifia s'il avait accès rapidement à son couteau de combat et à ses grenades en cas de problème. « Je suis prêt », annonça le sergent. Au moment de rejoindre Ron au centre du salon, Ginny s'approcha. Steven la regarda droit dans les yeux, attendant d'entendre ce qu'elle voulait lui dire. « Faites attention, » fit-elle simplement. « Tout ira bien, » assura-t-il. « Je vous ramènerai Neville sain et sauf. »« mais revenez aussi. » »« C'est bien mon intention. » Steven rejoignit Ron et posa sa main sur son épaule. Il regarda une dernière fois Ginny avant de disparaître. Hermione s'approcha de sa belle-sœur et entoura ses épaules de son bras. « Il est courageux, » dit la brune. « Oui, on peut lui faire confiance. Il ramènera Neville, et lui aussi reviendra. » Steven avait demandé à Ron de transplaner dans un terrain vague qu'il avait repéré non loin du quartier où habitait Neville. « Cachez-vous là, » ordonna le sergent. « Si quelqu'un arrive, ne bougez pas. Si vous l'identifiez comme un ennemi, n'hésitez pas et cachez le corps. » « Comment je saurai que c'est vous ?» questionna Ron. « Le mot de passe sera « Aigle ». Je le dirai en arrivant. Vous pourrez alors sortir. » « D'accord. » Steven laissa Ron et se dirigea d'un pas normal vers la ville. Inutile de courir, c'était le meilleur moyen d'attirer l'attention. Il marcha durant presque 3 quarts d'heure. Il ralentit quand il arriva aux abords du pâté de maison où vivait Neville. Il s'arrêta dans un coin sombre pour observer la zone. Les passants étaient rares. En se déplaçant dans la rue donnant sur la porte d'entrée de l'immeuble de Neville, il repéra 2 hommes, habillés de longues tenues noires. Ils semblaient attendre quelque chose. Steven décida de s'approcher. Les 2 hommes discutaient à voix basse, mais le soldat parvint à s'approcher assez près sans se faire repérer pour pouvoir comprendre. « Dans combien de temps on passe à l'action ?» questionna l'un des 2. « Il faut d'abord qu'on sache exactement dans quel appartement il est. Le maître veut que l'on soit discret pour ne pas alerter d'éventuels autres ennemis qui vivraient dans ce quartier. » Ainsi, il n'avait pas encore repéré précisément Neville. Steven s'éloigna aussi discrètement qu'il était venu. C'est alors qu'il vit une autre équipe, placée en faction au bout de la rue. Les 2 binômes avaient contact visuel l'un avec l'autre. Ils ne pourraient en éliminer un sans alerter l'autre. Ils ne passeraient pas par devant. Restait à savoir si la porte de derrière était aussi bien surveillée que celle de devant. La chance était avec lui, il ne repéra qu'un seul binôme. Il leur passa devant sans qu'il ne se doute de quoi que ce soit. Après tout, il ressemblait à n'importe quel moldu. Il vérifia s'il n'y avait pas d'autres binômes cachés. Une fois vérifié qu'il pouvait agir, il retourna le plus naturellement du monde vers les 2 sorciers. Il se dirigea directement vers eux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda agressivement un des mange-morts. Steven regarda attentivement leurs mains. Aucun n'avait sa baguette sortie. Il ne devait pas leur laisser le temps. D'un geste vif, il dégaina son pistolet. 2 chuintements discrets se firent entendre et les corps s'effondrèrent. D'un scan rapide dans la rue, Steven vérifia que son action était passée inaperçue. Il rangea son arme et tira les corps à l'abri des regards. Il regarda un moment les 2 cadavres. Il en avait tué tant des hommes dans sa carrière. Et maintenant, il participait à une guerre qui ne le concernait pas directement. À la réflexion, aucune guerre à laquelle il avait participé ne le concernait directement. Aucun des ennemis qu'il avait éliminés ne s'en était pris à lui, sa famille ou ses amis. Ses chefs, les dirigeants de son pays, lui ordonnaient et lui agissait. C'était aussi simple que ça. Et dans ce métier, il avait appris à être sans faille. Ne se laissant jamais emporter par les scrupules. À la réflexion, c'était la première fois qu'il tuait pour sauver quelqu'un qu'il connaissait. Mis à part ses compagnons d'armes de son unité. La première fois qu'il tuait
sans que ce soit pour se protéger ou pour obéir à un ordre. Il devait continuer à être sans aucune faille. Il ne savait que trop qu'un seul moment de faiblesse pouvait entraîner la mort d'Allier ou de soi-même. Steven se dirigea sans précipitation jusqu'à la petite porte donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. Son arme à la main, caché sous son manteau, et il scruta le moindre recoin pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Et s'il y avait quelqu'un, il devrait sûrement l'éliminer. Il espérait juste pouvoir identifier rapidement sa cible pour ne pas tuer un moldu innocent. Mais la chance était avec lui, personne. Il monta les escaliers de la même façon, lançant des œillades aux angles des murs pour vérifier que la voie était libre. Il vérifia entièrement l'étage de Neville. Par une fenêtre donnant sur la rue, il put voir que le binôme qui montait la garde devant n'avait pas bougé. Son forfait n'avait donc pas encore été découvert. Il devait faire vite. Steven frappa à la porte de Neville. Pas de réponse. Il devait faire le mort pour ne pas recevoir de visite impromptue de ses ennemis. Steven frappa de nouveau. « Neville, c'est Steven », dit-il sans hausser la voix. Le cliquetis du verrou se fit entendre, et la porte s'ouvrit. Neville pointait sa baguette sur Steven. Il regarda à droite et à gauche dans le couloir. Dès qu'il fut sûr qu'il était seul, il le fit entrer et referma la porte derrière lui. « Steven, je suis content de vous revoir », fit Neville. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Je viens vous chercher », expliqua Steven. « J'ai convaincu Ron, Hermione et Ginny que ce serait plus prudent de me laisser faire. Après tout, les mange-morts ne me connaissent pas. Et c'est un peu de ma faute. J'ai tué 2 d'entre eux en quittant Glasgow. » Crabbe et Goyle. Plus 2 ce soir. Il surveillait l'accès de derrière. Il nous faut partir au plus vite. Pour le moment, la voie est libre, mais je ne sais pas si elle va le rester longtemps. Habillez-vous en moldu en vous cachant la tête sous une capuche. On va faire comme avec Ginny. Gardez votre baguette à portée de main, au cas où. Neville se prépara rapidement. Steven regarda par les fenêtres de l'appartement, sans rien voir de spécial. Une fois prêt, Steven donna ses dernières instructions à Neville. « Faites ce que je vous dis quand je le dis, et surtout, restez naturel. On y va. » Les 2 hommes descendirent prudemment les escaliers et traversèrent la cour intérieure. Steven jeta un coup d'œil rapide et discret dans la rue. Personne. Ils sortirent et prirent la direction par laquelle Steven était arrivé. Ils devaient passer le carrefour sans attirer l'attention du binôme surveillant l'entrée principale. Pour cela, le mieux était de passer sans regarder dans leur direction, comme des passants ordinaires. Il donna ses instructions à Neville et ils se lancèrent sans attendre. Steven sentait le poids du regard des 2 mange-morts sur eux. Il ne devait pas se retourner. Il entendit des pas derrière eux. L'un des hommes du binôme allait sûrement vers la rue de derrière. Ces mange-morts étaient un peu comme des militaires. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ce qui signifie vérifier au moindre doute. Et il ferait de même. « Tenez-vous prêt à courir », murmura-t-il à Neville. « Restez à la même vitesse pour le moment. » Il ne leur restait que quelques secondes avant que le mange-mort ne découvre les corps, ou, du moins, l'absence de ses collègues à leur poste. Steven bascula son M4 devant. Il vérifia d'un geste rapide et mécanique que son arme était chambrée. Une vieille habitude, pour ne pas se retrouver comme un con à aligner l'ennemi et ne pas pouvoir tirer. Il laissa passer Neville devant lui en ralentissant et jeta un coup d'œil derrière lui. Un seul était parti voir dans la rue de derrière. Il leur tournait le dos. C'était une occasion à ne pas laisser passer. Cela permettrait de gagner quelques précieuses secondes. Steven fit demi-tour en épaulant son M4, visant celui qui était resté dans la rue de devant. Ce dernier n'eut pas le temps de réagir avant que la balle ne lui traverse le crâne, répandant sa cervelle sur le mur derrière lui. Sûr de son tir, Steven aligna ses organes de visée sur le second qui lui tournait toujours le dos. Il n'avait même pas entendu le corps de son comparse s'effondrer. Un second coup étouffé par le silencieux chuinta. Cette fois-ci, la balle entra par l'arrière du crâne et ressortit par le nez, mais le résultat fut le même. Steven entendit des pas précipités. Le dernier binôme qu'il avait repéré en arrivant avait sûrement vu le premier tomber. Steven ne pouvait être sûr qu'il n'en restait que 2. « On se barre !» dit-il en se mettant à courir. Était-il parvenu à se mettre hors de vue avant que les mange-morts n'atteignent le carrefour ? Il ne pouvait en être sûr et vérifier en se retournant serait perdre du temps et prendre un risque. Le bruit d'une poubelle renversée lui fit penser qu'ils étaient bel et bien poursuivis, mais le bruit semblait encore assez lointain. Il pourrait sûrement tenter quelque chose. Sans prévenir, Steven tira Neville dans une ruelle non éclairée. Il le poussa derrière un conteneur poubelle et lui ordonna de ne pas bouger ni de faire de bruit.
Steven se planqua derrière l'angle donnant sur la rue principale. Il perçut le bruit de 2 hommes courant. Il les vit passer devant lui. Ils couraient, baguettes à la main. Ils s'arrêtèrent quelques mètres plus loin, essoufflés. « Où sont-ils passés ?» fit l'un des deux. « Et comment un de ces résistants sait-il utiliser une arme moldue ?»« Sûrement un sale sang de bourbe, » dit l'autre. « Ils ont même perdu la fierté d'être sorciers. Il faut les retrouver, sinon le maître sera mécontent. »« Appelons les autres. Pour un traître à son sang et un sang de bourbe, ce serait la honte pour nous. Il a quand même tué 4 des nôtres ce soir, plus Crabbe et Goyle. C'étaient des idiots, on vaut plus qu'eux. » « Pas sûr, » lança Steven. Le premier chuintement de l'arme fut accompagné du bruit sourd d'un corps s'effondrant. Le deuxième fut accompagné d'un cri de douleur. La plainte fit sortir Neville de sa cachette. Un seul des 2 mange-morts était mort. Le second était tombé à genoux, se tenant une main ensanglantée. Steven le tenait en joue, prêt à tirer au moindre geste suspect. « Putain, vous êtes qui ?» questionna le mange-mort. « C'est moi qui pose les questions, » dit Steven. « Combien êtes-vous à Glasgow pour arrêter Neville ?»« Nous étions 12 au total. » D'un rapide calcul mental, Steven en conclut qu'il en restait 6. « Où sont-ils ?»« Pas loin. Vous ne pouvez pas vous échapper. Tu vas voir ce qu'on fait au sang de bourbe comme toi. »« C'est quoi, un sang de bourbe ?»« Ce sont des sorciers nés de parents moldus, » expliqua Neville. « Certains sangs purs se croient supérieurs aux autres sorciers. Je vois, votre communauté n'est pas si éloignée de la nôtre, finalement. »« Mais qui êtes-vous » demanda le mange-mort. « Un moldu qui s'est perdu. » Sans aucun scrupule, Steven exécuta le mange-mort. D'un coup de baguette, Neville cacha les corps dans la ruelle. De curieux bruits parvinrent aux oreilles de Steven. Il ignorait ce qui pouvait faire ce genre de bruit, mais une chose était sûre, ça s'approchait. Ils se mirent à courir. Steven jeta des œillades au-dessus de son épaule. Il vit des ombres fugaces, mais aucune cible clairement définie sur laquelle tirer. Un craquement attira son attention. Il venait d'au-dessus d'un toit. Il eut à peine le temps de lever les yeux qu'un éclair vert fusa vers lui. Il se jeta au sol pour l'éviter. Neville répliqua en levant sa baguette. « Stupéfixe !» cria-t-il. Un rayon rouge surgit et vint frapper l'ennemi qui bascula dans le vide. Un rayon de même couleur, venant de l'autre côté de la rue, manqua de peu Neville. Cette fois-ci, ce fut Steven qui contre-attaqua d'une doublette. 2 tirs enchaînés sans temps mort. Touché en pleine poitrine, le mange-mort vacilla et chuta. « On continue !» lança Steven. Ils continuèrent à courir. Steven se retournait quelquefois pour tirer quelques cartouches. Il ne toucha aucun des poursuivants mortellement, mais les balles ricochèrent près d'eux. Un hurlement de douleur retentit. Un ennemi devait avoir été blessé. Combien de temps dura la course effrénée ? Peu importe. Ils arrivèrent au terrain vague où attendait Ron. Steven s'arrêta et se posta derrière un arbre. « Continuez !» lança-t-il à Neville. « Ron n'est plus très loin. Dites Aigle pour qu'il sorte de sa cachette. Je vais le retenir. » Steven tira dès qu'il vit les mange-morts apparaître. Un tomba foudroyé, les autres se cachèrent. 1 minute plus tard, Steven sentit Ron et Neville arriver dans son dos. « Steven, il faut y aller, » dit Ron. « Ils ne peuvent pas nous suivre en transplanage. »« Ok, » acquiesça Steven. « Juste un dernier cadeau pour nos amis. » Steven sortit une grenade de son gilet de combat. D'un geste presque mécanique tellement il avait été répété, il la dégoupilla et la lança. Il obligea Neville et Ron à se coucher. L'explosion retentit. Neville et Ron semblaient surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Un mange-mort surgit des buissons totalement hébété et vacillant. Du sang maculait son visage. Steven tira pour mettre fin à ses souffrances. « Si on y allait » dit-il.